donc récemment, il a écrit ce livre, L'Islam conquérant, qui donne à penser qu'il a durci ses positions, non, dans la perspective du dialogue. Alors complètement, il a un angle d'approche qui est au fond, alors qui se focalise précisément sur l'islam conquérant, avec l'ambiguïté, puisque ça a l'air de dire que c'est l'islam qui est conquérant, alors qu'il y a un islam conquérant dans l'islam. Ouais. Et Oui, là, oui. on est sur une ambiguïté, mais peut-être aussi liée à l'éditeur. Et puis, au fond, moi, je le perçois là plutôt comme un lanceur d'alerte, Mhm. et qui pour cela pousse le trait. Et ce qui fait qu'on est dans un dialogue critique Oui, l'un oui. avec l'autre. Ouais. Est-ce qu'on pourrait présenter le livre de la thèse de Shafik? Alors effectivement, on peut commencer, d'abord peut-être on peut commencer par la préface, parce qu'il donne la Oui, parole au père Boulade. oui. Donc le souci des chrétiens d'Orient, dont on Mhm. sait qu'ils traversent des périodes difficiles, mais en même temps en choisissant le père Boulade, c'est quelqu'un qui est assez, on va dire radical, pour utiliser un terme Mhm. un peu banalisé, et qui ne représente pas l'ensemble des chrétiens. D'accord. Hein. Donc moi j'ai Mais d'autres interlocuteurs, mais je le dis parce que ça oriente bien, c'est au fond une alerte. L'Europe est en train de perdre son âme face à l'islam que le père Boulade vit en Égypte, que évidemment les chrétiens d'Orient connaissent bien. le père Boulad, lui, il est au Liban et en Égypte, hein, je crois. Ouais, voilà, mais principalement en Égypte. En Égypte. Ouais. Et d'ailleurs, Shafik utilise une classification qui a été donnée, conceptualisée par le père Boulad, Voilà. sur les différentes Différents, couleurs de voilà, l'islam. différentes couleurs, différentes sensibilités Voilà. de l'islam. Mais évidemment, on va avoir une focalisation sur l'islam, je dirais, radical de l'Arabie saoudite, des frères musulmans, etc. Hein. Et c'est l'intérêt, au fond, du livre de Shafik, qui est d'alerter, parce qu'il considère qu'on ne parle pas suffisamment, on n'est pas conscient quand on dit islam. Il en veut un peu aux gens partisans du dialogue, donc je me sens concerné, en disant on a tendance à cacher la merde sous le tapis et pas poser des questions qui fâchent. Oui, oui, oui. Donc après cette préface, il y a une première partie euh, où Shafik expose sa thèse sur ce qu'il appelle les systèmes suprêmes. Voilà. Alors, effectivement, l'idée, c'est qu'au fond, l'islam, mais il le dit, c'est la même chose pour le christianisme, pour le bouddhisme ou pour tout courant idéologique, a vocation hégémonique, je dirais. Hein, alors, ce thème de système suprême, moi, me surprend un peu, parce que je ne crois pas qu'une religion est d'abord un système. Hein. Donc, c'est une manière d'approcher les choses qui nous éloigne un peu du côté vécu, évolution, etc. Alors il a un certain nombre d'affirmations concernant ces systèmes. Pourquoi pas une approche autre pourrait être intéressante, mais c'est tellement marqué par le modèle islamique que ça en perd sa crédibilité. Mais il mes n'applique yeux. pas le terme de système au seul islam. Ah, pas du tout. Hein. Alors pas du tout, parce que ça va être Voilà. la partie suivante où il va effectivement. Il a aussi un côté critique à l'égard du christianisme ou de ce qu'on a fait du christianisme. La seule chose, c'est que lorsqu'il s'agit d'islam, il s'arrête sur un certain nombre de textes. On pourra revenir parce que c'est un point sensible. Lorsqu'il s'agit du christianisme, il va trouver des excuses. Il va inscrire, il sait bien qu'il y a eu des violences, pas seulement les croisades, que le christianisme a été non violent dans les 3 premiers siècles, mais dès qu'il a été au pouvoir, au proche du pouvoir, il a commencé par exclure les païens, etc. Hein, donc il n'est pas ignorant, il le présente, mais il y a 2 manières de traiter les choses. Lorsque c'est le christianisme, on trouve des raisons historiques. Pour moi, c'est un élément, j'ai plusieurs critiques, mais une critique de base, au fond, c'est 2 poids, 2 mesures. Un regard critique, alors, à raison,
Hein. J'ai dit, il est lanceur d'alerte, donc moi je lui reconnais l'intérêt du livre, mais je lui reproche au fond de ne pas appliquer la même règle pour le christianisme d'analyse, alors qu'il dit un certain nombre de choses. Hein, peut-être qu'il y a même plus de victimes du christianisme en Amérique latine, etc., que de victimes de l'islam. Hein. Mais voilà, lui, il cite un texte et il le remet dans son contexte. La chose qui est difficile, c'est au fond, il n'y a pas de critique des sources. Je crois qu'il y a un problème aujourd'hui, on ne peut plus aborder un texte, qu'il soit sacré ou pas, sans le replacer dans son contexte, et puis, et voir ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce texte? Il met sur le même plan le Coran, les hadiths, donc les paroles attribuées à Mohammed, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont été ajoutées. Dans le Coran aussi, on a des textes violents. La difficulté, c'est qu'il focalise sur ces textes-là. Il dit bien, il y en a d'autres, mais quand on prend un texte, quand on cite quelque chose, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on cite. Or, c'est toujours, dans le texte de Shafik, c'est toujours pour critiquer les musulmans. Il sait bien qu'on peut trouver des textes violents dans l'Ancien Testament en particulier. Donc l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Hein? Le prendre, c'est au fond une lecture fondamentaliste du Coran. C'est ça. Donc effectivement, elle conforte, elle s'inscrit parmi les fondamentalistes ou rigoristes du Coran. Donc c'est pas faux, mais c'est un regard très partial. Et qui ne tient pas compte de cette réalité. D'ailleurs, lui-même, il pose à un moment donné en disant qu'il y a 3 niveaux qui sont importants. Il y a le niveau des textes fondateurs, il y a le niveau de la mise en œuvre, et puis le niveau de l'interprétation. Or, ce principe-là qui me paraît très, très valable, puisque ça s'inscrit dans une histoire, et on sait qu'on ne croit pas aujourd'hui comme on croyait dans le même christianisme ou le même protestantisme comme on le faisait à l'époque de Calvin. Hein. Donc ce principe-là, qui me paraît très bien applicable, lui ne l'implique pas dès lors qu'il s'agit de l'islam. Et alors pour revenir à cette première partie, il donne une présentation également de l'islam à travers 6 visages de l'islam. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ces 6 visages? D'abord l'islam laïque et libéral. Alors évidemment, c'est pas le vocabulaire que les musulmans utiliseraient. Hein? Alors effectivement, il y a un islam, alors moi je dirais plus un islam culturel, mais enfin, il faut faire attention. Là, effectivement, il donne une grille dans laquelle bon nombre de musulmans ne vont pas se reconnaître. Hein? Et donc il y a un rejet du livre de Shafik à partir de là. À partir de là. De cette grille-là. Qui est la grille Boulad. Voilà. Ben oui, mais qui s'inscrit encore une fois. Cette grille elle-même, elle a un enracinement historique. Hein? Et je ne pense pas qu'elle tienne compte, si je prends les musulmans en France ou les musulmans, ils vont se retrouver là. Alors oui, il y a des libéraux, mais qui ne se définissent pas eux-mêmes comme libéraux. Oui. C'est un peu le danger. À mon avis, quand on veut utiliser une grille, il en faut, hein, mais autant essayer de tenir compte de la manière dont la personne elle-même se définit. Mais elle est parlante quand même. Alors effectivement, elle est... Et on connaît, on attache des visages autour de cet islam libéral, laïque. En France, il y avait Harkoun, il y a Abdelnour Bidar, il y a, etc. Et en Suisse, il y a aussi certainement d'autres. Oui, de moins grandes figures. Mais il y a, c'est un courant. C'est le problème du poids qu'on donne à chacun de ces courants. Au fond. Hein, on sait que la moitié des musulmans en France ne vont pas à la mosquée. On fait quoi d'eux? Ils se considèrent comme musulmans. Alors, quand on est français et qu'on va appliquer, ils sont laïcs. Mais si on leur pose la question, ils ne se sentent pas laïcs. Voilà, c'est ça la difficulté. Hein? Donc, c'est le fait de mettre des catégories. Il faudrait les mettre avec des guillemets. Oui, hein, c'est tout le piège de la catégorisation. Absolument. Quelle que soit la discipline dans laquelle on se trouve. Tout à fait. Hein? Absolument. C'est à la fois utile et ça
toutes sortes de Mais limites. c'est utile pour celui qui fait les catégories. Alors, est-ce que ça, après, est utile pour le sujet? Ça manque en tout cas de nuances. Alors, deuxième visage, celui des mystiques. Ça, c'est l'islam des soufis. Oui, absolument. Et tu as beaucoup connu le soufi. Oui, puis je dirais qu'il y a toute une dimension aussi bien dans le chiisme, puisque moi je suis entré dans l'islam par le biais du chiisme iranien, mais il y a aussi, là aussi c'est une simplification, parce qu'on a un ensemble de soufis qui sont pour l'État. Au Sénégal, il y a un lien étroit entre les mourides et l'État sénégalais. Vous avez les soufis qui sont interdits. Je pense en particulier en Turquie. Vous avez des soufis qui ont participé au djihad. Donc, donc c'est plus compliqué que souvent. On a des catégories, mais la réalité, elle est plus complexe. Mais c'est bien sûr que c'est un islam important, qui existe, et qui a un écho, parce que chez nous, c'est au fond l'islam le plus sympathique. Et un certain nombre de personnes ont découvert l'islam, sont devenus musulmans, y compris chez les chercheurs, par ce canal-là. Et avec lequel on se retrouve sur la base, effectivement, de la spiritualité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une réalité. Et alors après, l'islam populaire et culturel, qu'est-ce qu'il met là-dedans? Il met deux choses différentes. Moi, j'imagine, le culturel, c'est ceux qui le sont par héritage, sans rien renier, mais sans avoir une pratique vivante, sinon peut-être le ramadan ou les premiers jours du ramadan, mais de manière assez superficielle. Populaire, c'est comme dans le christianisme, c'est lié à des traditions locales, etc. C'est ça qui est populaire. Je ne suis pas sûr qu'on peut mettre les deux ensemble. D'accord. Et l'islam officiel et étatique, là on connaît? Alors là on connaît, à condition de dire qu'il a des formes extrêmement différentes. Oui. Bien sûr, il y a un islam d'Iran, l'islam d'Iran, d'Arabie Saoudite. Quel rapport avec l'islam d'Algérie ou du Maroc? Exactement. Oui. De Jordanie, on peut continuer. Oui. Donc oui, il y a un islam étatique, mais ça ne veut pas dire qu'il défend la même idéologie. Il ne rame pas dans la même direction. Donc tu mets tout dans la même catégorie. Alors, c'est un statut politique. Mais qui ne nous dit pas encore ce qu'il en est du contenu. Et alors après, il y a deux catégories d'islam radical. L'islam radical d'imprégnation et l'islam radical révolutionnaire. Radical et révolutionnaire. Radical et révolutionnaire. D'imprégnation, ça veut dire qu'effectivement, il y a toute une stratégie. C'est ça. Alors, derrière. D'entrisme, d'imprégnation à travers la culture, à travers la communication, etc. etc. Voilà, tout à fait. Sans aller sur le versant de la violence ou de. Je pense que c'est là le clivage qui va établir. Et on va mettre dans la dernière catégorie l'islam radical et révolutionnaire. Voilà. Donc donc là, c'est le djihad violent avec les outils de la guerre. Mais c'est aussi la révolution iranienne. La révolution iranienne. Un changement de société par bouleversement. Tout à fait. D'où le mot révolutionnaire. Donc cette première partie de présentation à travers une catégorisation de l'islam et différents visages de l'islam, mais qui ne rend pas compte malgré tout de la complexité des choses. Ne peut pas rendre compte. Alors, dans quelle mesure c'est utile? Oui, comme pour déterminer, repérer des choses, mais certainement pas pour espérer que les musulmans eux-mêmes se reconnaissent dans ces catégories-là.